Alors, c'était pas prévu dans mon programme, mais il s'est passé un truc de fou. Aujourd'hui, les bandes annonces sont un moyen primordial pour promouvoir un film. Mais c'est assez rare d'en voir des vraiment réussis. Soit ça spoil toute l'intrigue, soit la musique n'est pas bien choisie, soit le trailer est diamétralement opposé au produit final. Par exemple, Mickey 17 a été vendu par Warner Bros comme étant une comédie. Alors que pas du tout. La bande-annonce est un art à part entière. Car susciter l'envie et titiller la curiosité du public, sans trop en dévoiler, c'est assez compliqué. Et là arrive la bande-annonce de 28 ans plus tard. Déjà projet casse-gueule, car revenir 23 ans après le premier film... C'est bizarre. Bah pourquoi? Pourquoi ne pas l'appeler 23 ans plus tard? Parce que c'est pas cohérent si le film ne sort pas pile 28 ans plus tard. Vu qu'on est en 2025, ça devrait s'appeler 23, pas 28, parce que si on y réfléchit 2 secondes, c'est quand même pas cohérent, parce qu'en fait... Car revenir 23 ans après le premier film, c'est risqué plutôt. Et puis la mode du zombie, c'est un petit peu révolu. Oui d'accord, il y a la série The Last of Us, et les jeux style Dying Light. Mais on est loin de la folie zombie du début des années 2010. Alors quand Danny Boyle a annoncé reprendre sa saga avec Alex Garland, bah ils ont pas fait les choses à moitié. Bon les gars, c'est très simple, on va faire une suite à 28 jours plus tard. Et ça va être une trilogie. On va faire revenir Cillian Murphy. Et ça va être tourné à l'iPhone. Avec 75 millions de dollars. Et on va faire le meilleur teaser possible. Et vous allez dire oui. C'est ciao. C'est convaincant, hein. La bande-annonce a cassé Internet, littéralement. Personne ne s'attendait à un trailer aussi réussi. Et j'avoue que ma hype est stratosphérique. Et c'est là que je me rappelle que la bande-annonce de 28 jours plus tard m'a aussi beaucoup marqué à l'époque. Mais bien sûr, c'est vrai que t'avais aucune intention de profiter de la sortie du film en surfant sur l'actualité. Mais pas du tout, voyons. J'apprécie plutôt bien la filmographie de Danny Boyle, qu'on peut qualifier d'éclectique. Chaque film possède une aura différente, mais il arrive toujours à insuffler son cinéma et à se renouveler. Passé de Trainspotting à 127 heures en bifurquant par Jobs, le monsieur nous a quand même fourni de très belles pépites. Ce n'est pas pour rien qu'il est considéré comme étant un des plus grands cinéastes britanniques modernes, voire tout court. Et apparemment, il y a des gens qui ne l'aiment pas, mais moi, Yesterday, je l'aime bien. Oh non, pas toi. Bah désolé, mais moi je l'ai trouvé feel good. On peut pas vraiment définir spécifiquement le style de Danny Boyle et le mettre dans une seule case, vu que c'est un touche-à-tout. On pourrait vulgariser en disant qu'il est très axé sur la pop culture, mais également sur les dérives de la société et de l'humain, ce qui en fait un cinéma très vif, intense et assez unique. C'est surtout quelqu'un qui aime beaucoup collaborer, et la rencontre avec Alex Garland va donc donner 28 ans plus tard. Après avoir travaillé ensemble sur l'adaptation de son roman La Plage, que je vous recommande, Alex propose à Danny de faire un film de zombies, avec des zombies qui courent. L'idée lui serait venue après avoir joué à Resident Evil. Et ce qui me fait rire, et dans un sens je peux comprendre, Danny Boyle ne considère pas son film comme étant un film de zombies. On peut voir ça plus comme des infectés que des zombies, et un film plus post-apocalyptique. Mais je trouve ça rigolo. C'est pas un film de zombies. Non. Et c'est inspiré de La Nuit des Morts Vivants. Oui. Et le scénariste a eu l'idée avec Resident Evil. Oui. Les infectés, quand ils mordent les gens, ils les transforment. Oui. Et c'est pas un film de zombies. Non. On peut aussi citer Le Jour des Trifides comme inspiration pour le film, qui regorge de petites trouvailles pour rendre le film unique. Et à l'aube de la sortie de 28 ans plus tard, j'aimerais montrer pourquoi ce film est aussi atypique, dans sa création, sa mise en scène et son propos. Et avant de commencer, je tenais à vous dire que cette vidéo est sponsorisée par moi. T'es vraiment qu'un con. Je vous annonce l'ouverture de ma nouvelle chaîne secondaire, Quentin. Une chaîne spécialement dédiée à Pokémon, avec ouverture de boosters, compétitions, collections, concepts autour des jeux vidéo et plein d'autres surprises. Ah ouais, une chaîne secondaire ultra originale et dans un secteur pas du tout bouché en plus. Sois sympa s'il te plaît. Ça fait des lustres que j'avais envie de me lancer. Donc voilà, ça y est. Si vous avez envie de me soutenir dans cette nouvelle aventure, n'hésitez pas à aller jeter un œil, à vous abonner et à regarder le contenu. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les différents réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et maintenant, voyons si 23 ans plus tard, le film est toujours aussi bien. Le film s'ouvre sur des images d'archives du vrai monde de la réalité véritable. Des scènes de violence et d'émeutes qui font totalement déprimer et qui rappellent curieusement notre monde d'aujourd'hui. Traduction, on va pas vraiment se marrer aujourd'hui. Et ça tombe bien parce qu'il y a des gens qui aiment pas les sketchs ni l'humour, donc on va faire une vidéo sérieuse. Nous sommes dans un laboratoire où des scientifiques font des expériences sur des singes, dont un qui se fait orange mécanisé. Un groupe d'activistes souhaite libérer les singes, mais un scientifique tente de les dissuader car ils sont tous contaminés avec un virus très particulier. La fureur. La scène est méga pesante. Entre cette musique lancinante, le bruit assourdissant, le cri des singes, ces mouvements de caméra très vifs et ce grain bizarre qui apporte un ton très sale et curse à l'image. On en parlera après. Mais voilà, malgré les mises en garde du scientifique, les activistes libèrent les singes et se font attaquer. Et l'une d'entre elles se fait infecter et se transforme. Alors, vous arrivez dans un laboratoire avec plein de singes enfermés, qu'est-ce que vous faites? Bah on les libère. Oh, doucement. Et ces trucs sont tous contaminés, hein. Bah on est venu là pour les libérer, donc on fonce et on ouvre les cages. Très bien, fais-moi un jet d'initiative s'il te plaît. Ah, Quoi? bah si j'en crois mes fiches, vous vous faites tous massacrer et la population se fait zombifier. Ça va, on était à 2 doigts de devenir une planète de singes. Après cette scène
Hilarante, nous voici 28 jours plus tard, avec un Cillian Murphy qui se réveille d'un léger coma. Et c'est pas vachement bizarre de laisser un patient à poil dans un hôpital? Pourquoi je me pose ce genre de questions? On constate d'entrée de jeu qu'on a affaire à un putain de film, un pivot pour les œuvres horrifiques qui ont suivi. La scène du réveil, je vois du Walking Dead, les infectés ultra rapides, je vois l'armée des morts, et je vois aussi du World War Z avec Pepsi. En cas d'apocalypse zombie, prenez du Pepsi. Le film possède une réalisation incroyable, à faire trembler tous les premiers courts-métrages d'étudiants en école de cinéma, avec ses plans où le héros déambule seul dans un Londres vide. Il y a un profond sentiment de tristesse qui s'empare de nous, et on peut qu'être estomaqué de voir cette prouesse réussie. Et on doit ça à deux éléments importants. Le film est tourné avec un caméscope pour gagner en rapidité et efficacité pour ce genre de scène, où l'équipe avait peu de temps devant eux pour le tournage, ce qui offre un grain très spécial à l'image comme un reportage ou un documentaire. L'équipe a collaboré avec les autorités pour tourner dans des endroits très connus à Londres le dimanche matin très tôt pour avoir un maximum de liberté. Et le résultat est saisissant. Les angles sont super bien choisis, les décors symbolisent à la fois l'isolement et le manque de repères de ce monde en perdition. Je trouve cette séquence brillante. Brillant, brillant, brillant! Des génies à l'état pur! Killian, ou Cillian, je sais pas, depuis le début je dis Killian, mais si ça se trouve c'est Cillian, on va dire que c'est Killian, rentre dans une église et le film nous rappelle qu'on est dans un film d'horreur et pas contemplatif, avec les infectés qui font méga flipper. Y'a quelqu'un? Et ce que j'aime, c'est que ce film aime jouer avec les clichés horrifiques. Dans les films d'horreur, la religion a souvent une place importante, que ce soit dans des films d'exorcisme ou avec les protagonistes qui pensent que leur foi vont les sauver. Ici, on nous montre une population massacrée dans une église et la première personne qui attaque Killian, c'est un prêtre. En gros, il n'y a rien qui va vous sauver. Et ça n'a jamais été aussi vrai quand on connaît la fin du film. Le héros se fait pourchasser mais parvient à se faire sauver in extremis par deux survivants qui balancent des cocktails Molotov et font tout exploser. Ils se réfugient dans un magasin et font connaissance. Un kangourou entre dans un bar et commande un gin fizz. Le barman lui dit c'est 10 livres. Barman lui dit, bah dis donc, c'est pas souvent qu'on voit des kangourous dans ce bistrot. Kangourou dit, ça m'étonne pas. 10 livres un gin fizz. Aucun sens de l'humour. Je vous l'avais dit, les gens aiment pas l'humour. Il y a même pas une dizaine de personnes qui ont dit ça, Quentin. Bah moi je suis hyper sensible, ok? Marc est un peu déconneur, tandis que Selena est légèrement tendue. Et a raison. Il nous explique l'histoire et Killian, qui s'appelle Jim, nous raconte qu'il était à l'hôpital après un accident de voiture. Avant de faire quoi que ce soit, il souhaite voir si ses parents sont encore en vie. Et même si les deux lurons sont pas d'accord au départ, ils acceptent de faire un détour. Et après, évidemment que la réaction de Jim est légitime, et que c'est facile pour nous de dire qu'il n'aurait pas dû faire ça. Et surtout, s'il part pas là-bas, il y a pas de film. Donc on peut pas juger la logique de leur décision. Et ce que j'aime dans cette séquence, c'est qu'on passe par le dialogue pour explorer l'atrocité de ce monde. Alors généralement, on va vous dire qu'il faut show don't tell, c'est-à-dire montrer plus qu'il faut dire. Sauf qu'ici, c'est pertinent et ça fonctionne. Déjà par la réalisation qui offre des plans magnifiques, mais aussi parce que ça nous permet de nous mettre dans la peau du héros. On est avec lui et on voit le monde à travers ses yeux et ses oreilles. Ce qui offre un vrai degré d'immersion sans jamais la casser avec des flashbacks ou des images d'illustration. C'est une narration linéaire, mais beaucoup plus immersive. Reprenons la route de la maison de Jim et montagne du fun en perspective, avec les parents qui se sont donné la mort et qui ont écrit une lettre d'adieu en disant à Jim de ne pas se réveiller. Je passe un moment incroyable. Merci, Quentin. Et si on allait dormir pour oublier tout ça? Pendant que Jim se remémore des moments nostalgiques et doux avec sa famille, en voyant des photos souvenirs et des... Putain, enculé de ta race! Oui, ce film a pour moi plusieurs des meilleurs jumpscares du cinéma d'horreur. Ça fonctionne grave et ça arrive jamais où on l'attend. Selena arrive à sauver Jim avant qu'il ne se fasse mordre, mais malheureusement dans la bataille, Mark a été mordu au bras. Ce serait pas plus simple de lui amputer le bras? Je prends aucun risque. Mais tu pourrais y aller mollo quand même. Oh là là, c'est dégueulasse. De toute façon, je pouvais pas le saquer. Et déjà que Jim a bien bavé en même pas une journée, Selena l'engueule presque après tout ce qui s'est passé. Alors je sais qu'elle a bien dû morfler aussi, mais franchement, essaie de le ménager un petit peu. Mais réfléchis, Jim, putain, c'est quoi ton objectif maintenant? C'est de survivre, non? Donc il faut que tu t'endurcisses, que t'arrêtes de... Oui bah c'est bon, j'ai compris, j'ai le droit d'avoir un peu de répit aussi, hein. Faut que t'arrêtes d'être aussi distante et froide là. Je te rappelle qu'on vient voir Marc se faire massacrer la gueule par toi en plus, donc mollo, hein. Ouais, c'est bon, arrête de chouiner. Oui bah moi je suis sensible, d'accord? Contrairement à toi. Bref, leur dispute est interrompue par des guirlandes qui éclairent un appartement. Ah, des potentiels survivants. Jim et Selena foncent là-bas juste à temps pour ne pas se faire niaquer par des contaminés. Et vous vous souvenez de ma vidéo sur Mission Impossible 3, où la caméra partait dans tous les sens? Bah ici, je pense que c'est encore pire. Mais, ici c'est beaucoup plus cohérent, vu qu'on met en scène des infectés ultra dopés, quitte à faire jalouser Lance Armstrong. Mais il a jamais pris de drogue. Hein? Mais non, pas le jazzman, le cycliste. C'est parce que je les confonds. Ça part dans tous les sens, mais accouplé à la direction artistique, ça passe bien. Bref, Selena brille par sa politesse et ils sont accueillis par
Professeur Maugret-Foleuil. Je suis là parce que Dumbledore me l'a demandé. Fin de l'histoire, au revoir rideau. Bon bah là c'est pareil, hein, c'est pas vraiment la montagne du fun comme rencontre. Les conditions de vie ne sont pas idéales, avec l'économie de l'eau, le manque de vivres, et surtout On n'a plus de chasse d'eau. T'as qu'à tout jeter par le balcon, nos commodités c'est ça. Ok. Selena et Anna sont méfiantes, et ça perturbe l'optimisme de Jim et Frank. Accouplé au fait qu'il n'a pas plu depuis une dizaine de jours, ce qui est incohérent vu qu'on est en Angleterre, le film permet d'aborder deux choses dans cette séquence. Montrer à quel point une société peut basculer et s'effondrer en aussi peu de temps. Également montrer les réactions des survivants et d'interroger sur la nature humaine, un thème cher à Garland. Montrer comment ces survivants, acculés par la situation, peuvent réagir et s'aider, soit de manière pragmatique ou émotionnelle. On a besoin les uns des autres. En ville, on peut pas être en sécurité. Les soldats, eux, ils nous protégeront. Donc il faut essayer d'y aller. Comme quoi, c'est une enfant qui est la plus intelligente et qui arrive à arrêter la crise. Oui, et elle rejoint Holly dans le panthéon des personnages enfants trop cool. Après avoir entendu un enregistrement à l'aide d'une radio, le chef-op décide de montrer que malgré le petit matos qu'il a, il peut filmer des plans monstrueux. Le groupe décide de partir en direction d'une zone militaire pour potentiellement trouver de l'aide. En tout cas, merci Frank d'essayer d'égayer un petit peu ce voyage ultra Mossad. J'aime autant vous prévenir, je ne prends ni les chèques ni les cartes de crédit. Ah bah tu vois, lui au moins il est gentil et drôle, tu pourrais peut-être faire pareil. Oui, bon, ça va, j'ai compris. Putain, on peut rien te dire, hein. Ok, j'avoue que je suis un peu taquin envers Selena, car je la trouve un poil excessive et agressive, mais c'est normal. Elle est là pour confronter Jim à la réalité, et ça permet de créer un contraste sur la façon de survivre et de percevoir le monde lors d'une apocalypse. Jim vient d'être confronté à cette horreur, donc il agit avec son cœur, tandis que Selena est beaucoup plus expérimentée, donc elle agit à l'instinct, tout en suivant un code précis pour pas se perdre. Elle est beaucoup plus réfléchie. Et justement, je pense que le film cherche à remettre en question sa conduite, quand on voit qu'ils ont tous failli crever dans le tunnel, alors que si le groupe avait écouté Jim, ils auraient eu un passage beaucoup plus tranquille. En tout cas, ils arrivent à s'en sortir in extremis et poursuivre leur route. C'est quand même bizarre que tu t'attardes pas plus sur cette séquence. Pourquoi tu dis ça? C'est pas parce que t'as la phobie des rats. Là, je vois rien, j'entends rien. Le film relâche enfin un peu de pression. Ils partent en road trip en prenant pas mal de vivres et en s'amusant un peu tous ensemble. Et là, vraiment, ça fait du bien. Même si les attaques sont rares dans le film, elles sont tellement intenses et viscérales qu'on a l'impression d'être acculé constamment. Ça fait la course de caddie, ça prend du bon alcool, ça part dans des champs en matte painting qui sont trop beaux, et pendant que le groupe récupère un peu d'essence dans une station abandonnée, Jim découvre et tue son premier infecté. Mais... Je déteste! Il parle? Mais quoi? Et c'est pour ça que ce n'est pas un film de zombies. Ah, mais c'est pour ça qu'il parle. Exactement, et c'est pour ça qu'il meurt de faim aussi. Vous savez, je vais au-delà d'un simple film de zombies. En même temps, des zombies dans Bienvenue chez les Ch'tis. Mais non, moi c'est Danny Boyle, pas Danny Boone. Le groupe se pose dans une clairière pour se faire un petit pique-nique et admirer des chevaux. Comme quoi, malgré le discours ultra badant de Selena, peut-être que l'espoir d'une nouvelle vie peut naître. Oui, ce sera jamais comme avant, mais ce groupe pourrait justement survivre ensemble et créer une nouvelle famille. Une sorte de rédemption pour nos deux héros. Et ben ce film, voilà, il prend l'espoir là, comme ça, il l'écrabouille, il te le balance, ensuite il le récupère pour ensuite le déchirer et l'écrabouiller à nouveau, pour te le balancer à la figure comme une grosse merde. C'est super! Parce que la zone militaire a l'air déserte, et donc aucune chance de trouver quelqu'un de vivant. Sous le coup de la frustration, Frank frappe avec son pied une barrière, et une goutte de sang tombe dans son œil. Et il se transforme, putain. Mais film sérieux, tu veux vraiment qu'on se tire une balle? Après, c'est un peu con comme mort. Oui, mais c'était important pour l'impact émotionnel. D'ailleurs, cette scène est l'instant précis où le film a totalement changé. 28 jours plus tard, a changé de très nombreuses fois pendant tout le processus créatif. Notamment, toute la moitié du film. Au départ, il voulait que les militaires n'apparaissent pas, pour que le groupe capture un Frank contaminé afin de le sauver. La seconde moitié partait alors sur une quête d'un remède dans un laboratoire. Sauf que le réalisateur et le scénariste ont décidé que ça marchait pas. Donc, changement radical, on a eu la moitié qu'on connaît avec les militaires. Et là, c'est qui tout double. Soit vous aimez pas, mais il n'y a pas entre deux. Pour moi, cette seconde moitié est radicalement différente, et pourrait même être un autre film à part entière. La thématique abordée est ultra intéressante, car bonne nouvelle, les militaires sont des ordures, encore pire que les infectés. Mais quel bonheur! Le but ici est de montrer que l'humain peut parfois être pire que ses infectés, et de montrer aussi la bassesse de leur instinct primaire, avec cette masculinité toxique. Selena et Anna ne sont vues que comme des objets de désir. Et j'avoue que même si la thématique est intéressante, ça affecte tout le parcours psychologique de Selena, qui se transforme presque en demoiselle en détresse, qui tombe amoureuse d'un coup de Jim et qui perd tout charisme, toute force. C'est dommage de voir ce changement alors qu'elle apportait quelque chose de fort dans l'intrigue. Ah bah alors, ça fait moi la maline maintenant. C'est qui le patron? Ah bah c'est Bibi. Tu veux que je te rappelle qui s'est chié dessus tout à l'heure? Pardon madame.
Je vais un peu moins m'attarder sur cette partie que je trouve quand même moins intéressante narrativement, ou plutôt moins subtile et originale. Mais elle reste quand même très réussie en termes de tension dramatique. Donc Jim, Selena et Anna sont escortés dans un manoir par l'équipe des pauvres de France. Car même si au premier abord on pense qu'ils sont en sécurité, bah pas du tout, car le chef leur dit 9 hommes seuls, que faire à part attendre de mourir aussi? J'ai ordonné l'abandon du barrage, j'ai lancé ce message radio et je leur ai promis des femmes. Je pense que c'était les méchants. Jim se fait capturer avec un autre soldat qui avait l'air d'être le seul gentil. Et il y a ce dialogue que je trouve intéressant. Il y a des programmes à la télé, il y a des avions dans le ciel et pour tout le reste du monde, tout continue normalement. Qu'est-ce que tu ferais toi, d'une petite île malade? Ils nous ont mis en quarantaine. Il n'y a aucune contamination. C'est juste des humains tuant des humains, mais il est dingue! En fait, je m'attarde dessus parce que je trouve que c'est le film de zombies qui se tient le mieux en termes de cohérence et d'univers. Car vu qu'on est en Angleterre, l'épidémie se concentre sur une seule île. Et donc, on se pose pas des questions sur comment fonctionne le monde en dehors. Ça permet de mieux centraliser l'intrigue et donc de pas se perdre. Et c'est cool de voir que le film garde le concept jusqu'au bout. T'as vu 28 semaines plus tard? Pas encore, pourquoi? Ah. En tout cas, ça se confirme qu'ils ont fait avec cette partie du film quelque chose de beaucoup plus hardcore et dark. C'est dommage vu comment se profilait la première partie qui était plus road trip et contemplative. Mais il prolonge malgré tout ce qu'il raconte, notamment l'isolement qui rend fou n'importe qui, et de se poser des questions sur l'humain, s'il est naturellement mauvais ou pas. Ainsi, Jim parvient à s'échapper de ses tortionnaires et se transforme en une machine de guerre qui tue tout sur son passage. Waouh! C'est radical. Selena et Anna sont à 2 doigts de se faire bouffer par les soldats qui ne sont pas contaminés. Ouais, c'était pas subtil. Jim débarque et lâche un infecté dans le manoir. Ça provoque le chaos. Jim tue un soldat à la Game of Thrones et parvient à sauver tout le monde. Mais juste avant de prendre la voiture, il se fait tirer dessus. Ils sont débarrassés des soldats, mais Jim est entre la vie et la mort. Anna fonce pour essayer de trouver un hôpital et la freeze frame, Jim se réveille 28 jours plus tard. Il a survécu. Le groupe s'est réfugié dans une petite maison et ils ont tricoté plein de vêtements pour créer le mot Hello pour trouver des secours. Un avion passe au-dessus d'eux, tout le monde sourit et le film se termine enfin avec une lueur d'espoir. T'es sûr que c'est la vraie fin, ça? Pas vraiment. Le film possède 2 fins alternatives, dont une qui était prévue initialement et qui a été rejetée après des mauvais retours en production test, et une autre qui faisait partie de la moitié du film qui a été remplacée. Je sais, c'est compliqué. Mais en gros, la première fin, que vous voyez actuellement, montrait Jim en train de mourir dans un hôpital, pendant que Selena essayait de le sauver. Sauf qu'il meurt, et les 2 filles laissent le corps en plein milieu de la pièce. Alors oui, il y a machin qui dit que ça permet de faire la boucle avec le plan du début. Mais non, on en a marre des fins déprimantes. Donc cette fin, comme Danny et Alex, on la jette à la poubelle et on se concentre sur celle où ils ont survécu. Et tout va bien pour eux. Voilà, fin, fini, le monde est radieux et tout va bien. C'est bon? On peut être heureux maintenant? Je suis hyper sensible, d'accord? Ouh, eh ben c'était bien pesant aujourd'hui. Mais c'était trop cool. J'ai un peu changé ma façon d'écrire aujourd'hui, histoire d'apporter un peu plus d'analyse. Je vais essayer d'éviter la redite, mais comme vous avez pu le voir, le film est maîtrisé de bout en bout. Et ce, malgré tous les changements qu'il a eu. C'est flippant, déprimant, on est constamment en alerte, et ce que j'aime, c'est qu'aucun des personnages n'est en sécurité, et que jusqu'au bout, on ne sait pas ce qui va se passer. La réalisation au caméscope pourra en rebuter plus d'un, mais ça donne un charme non négligeable au film, qui apporte des idées de plans et de mise en scène rafraîchissantes pour le genre. Les acteurs sont tous géniaux, c'est rythmé comme il faut, bref, le film est une réussite. Et il y a quelque chose dont j'ai pas encore parlé mais que je trouve très important, c'est l'emploi de la musique. Ah, c'est à mon tour. On va commencer par quelque chose de très simple. La bande originale de ce film, elle est trop bien. Elle est composée par John Murphy qui a pas mal travaillé avec Guy Ritchie sur Arnaque, Crime et Botanique, Snatch, plus récemment avec James Gunn sur Suicide Squad, Les Gardiens de la Galaxie 3 et son Superman qui arrive bientôt. Mais évidemment, sa collaboration la plus notable, c'est avec Danny Boyle, avec qui il a commencé à travailler dès ses 2 premiers téléfilms, Strumpet et Vacuuming Completely Nude in Paradise. Ça, c'est pour les présentations. Maintenant, entrons un peu plus dans l'analyse. Et pour commencer, il faut qu'on dise une banalité. Une bonne OST est une OST qui est bien dosée et qui n'en fait pas des caisses. Le travail de Murphy est vraiment bien exploité et correctement utilisé tout au long du film, en laissant la place au silence et à l'action dans des moments importants du film. Danny Boyle a confiance en sa réalisation et à l'écriture d'Alex Garland. Il n'a pas besoin de cache-misère pour faire comprendre au spectateur quelle émotion il doit ressentir. Un truc que malheureusement beaucoup de films galèrent à faire, ce qui est une vraie preuve d'intelligence. Ce qui est très cool aussi, c'est que la bande originale de 28 jours plus tard est assez variée esthétiquement, tout en gardant une vraie cohérence tout le long du film. On a autant des morceaux avec des grosses guitares et des grosses basses, de la guitare acoustique, du sound design et des synthés qui puent les années 2000, mais aussi des moments plus contemplatifs, avec des morceaux chantés avec la superbe voix de la soprano Perry Allen. Pour autant, la BO est toujours poisseuse et assez sombre, avec quelques moments un peu plus légers pour accompagner l'espoir des personnages. Et le morceau In the House in a Heartbeat est devenu vraiment un des morceaux les plus connus et reconnaissables du cinéma des années 2000, et franchement pour de très bonnes raisons.
Et surtout, ce que je kiffe le plus dans cette bande originale, c'est qu'il y a un de mes needle drop préférés de tous les années 2000. Un quoi? Un needle drop. No comprende, señor. Un needle drop, c'est un terme de mec péteux pour parler de musique de la vraie vie implantée dans un film, comme Hooked on the Feeling des Gardiens de la Galaxie ou House of the Rising Sun des Animals, qui est dans cette superbe saloperie qu'est Suicide Squad. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs morceaux dans le film qui sont des needle drop. 182 AM, Season Songs de Blue States, le Requiem de Gabriel Fauré et évidemment Unending de Brian Eno. Et dans 28 jours plus tard, c'est ce morceau. Godspeed You Black Emperor, c'est un groupe de post-rock qui déchire. Et il y a même des rumeurs qui disaient que ça devait être eux qui devaient composer toute la BO à l'origine. Ce morceau vient de leur tout premier album, F Sharp, A Sharp, Infinity, qui est un vrai petit classique du genre. Et si vous kiffez ce genre de rock, je vous conseille aussi des groupes comme Isis ou Pelican, qui sont des groupes que vous devriez kiffer, j'en suis sûr. Et il me semble que John Murphy a pas mal apprécié l'expérience, puisqu'il a remis le couvert pour 28 semaines plus tard, qui va réutiliser d'ailleurs In the House in a Heartbeat, qui est vraiment devenu l'un des hymnes de la saga. Mais pour 28 ans plus tard, malheureusement ce ne sera pas lui à la musique, mais Young Fathers, un groupe écossais que je connaissais pas du tout, et c'est plutôt sympa. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la musique. Merci beaucoup, maintenant tu vas jouer au ballon sur l'autoroute et tu me laisses reprendre la vidéo. Merci beaucoup Werner. Merci beaucoup, tu peux nous laisser tranquille, je vais reprendre la vidéo et ce sera bien plus intéressant. Non mais c'est ma chaîne. En tout cas, ce que j'aime avec ce film, c'est qu'il va au bout de ses idées. Malgré tous les changements qu'il a eu, Alex Garland et Danny Boyle ont su garder un cap clair. Pas comme la NUPES. Cela arrive souvent qu'un film change de direction en plein milieu de son processus créatif, soit suite à des mauvais retours de projection test, ou tout simplement parce que le rendu au montage ne marche pas. Au final, le duo a su garder en ligne de mire ce qu'il voulait raconter, pour que ces changements restent dans l'esprit du film. Et ça fonctionne. Ça plaira pas à tout le monde, mais le simple fait de vouloir rester dans cette optique, c'est inspirant. Ça prouve qu'un film s'écrit et se réécrit de nombreuses fois, avant de trouver sa formule finale, et qu'il ne faut pas voir les sessions de réécriture comme de mauvaises choses. Au contraire, un film s'écrit sur plusieurs étapes. Et parfois, multiplier les avis permet de débloquer des choses pour rendre le film efficace dans sa globalité. C'est prenant, édifiant, et les thématiques abordées par le film nous poussent à nous interroger sur nous-mêmes. Et je comprends pourquoi le film a eu une grande reconnaissance par le public, et a aussi eu une résurgence quand nous avons vécu la pandémie en 2020. Je vous invite vraiment à regarder le film pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ça risque de vous marquer autant que moi ça m'a marqué. Par ce côté tellement dépressif mais aussi contemplatif, le film a su habilement jouer avec les contrastes pour nous embarquer. Et c'est trop fort. Et après, on a eu 28 semaines plus tard. Alors c'est différent, c'est plus classique et moins original, mais j'aime beaucoup cette suite. On prolonge les thématiques abordées tout en les adoptant d'un nouveau point de vue pour prolonger l'univers. On se concentre sur la reconstruction du monde et sur nos responsabilités en temps de crise. On poursuit également la critique de l'armée et des militaires, avec certains journalistes faisant un parallèle avec l'interventionnisme américain et l'occupation de l'armée pendant la guerre en Irak. Le film est riche, il conserve le côté viscéral et brutal du premier film, surtout avec cette introduction que Danny Boyle a réalisée lui-même. J'aime également le traitement du personnage principal, que je compte pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais ouais, j'aime cette suite. Le film est plus traditionnel comparé au premier, mais je l'aime vraiment. Au départ d'ailleurs, je pensais faire une vidéo sur celui-ci que je trouve sous-estimé, mais au final j'ai trouvé le premier film beaucoup plus intéressant en termes d'analyse. Dans tous les cas, les deux films sont trop cool et je les adore. Et maintenant que le troisième film est sorti, qu'est-ce que ça vaut 28 ans plus tard? Vous vous souvenez quand je disais que 28 jours plus tard annihilerait la moindre once d'espoir pour vous démoraliser? Rassurez-vous, c'est encore pire ici! Je me suis laissé la nuit pour avoir un avis définitif, et même si au premier abord j'étais un peu mitigé, plus j'y pense, plus le film me reste en tête. Pas mal de points m'ont gêné, mais j'ai aimé 28 ans plus tard, et j'ai envie de le revoir. C'est cool ça. Le film doit lancer une nouvelle trilogie, et Boyle et Garland s'approprient encore plus le genre pour créer leur propre mythologie. C'est surprenant et émouvant par moments, mais parfois agaçant. Certaines idées sont lancées mais n'ont aucune finalité, en tout cas pour le moment. Et quelques idées, bien qu'expliquées, viennent casser la linéarité narrative que j'aimais tant dans le premier opus, offrant une narration plus fragmentée, qui peut dérouter, mais qui offre quelques séquences et imageries bien impactantes. Globalement, tout ceci intrigue énormément, et cet opus parvient à tirer son épingle du jeu par sa réalisation créative et unique, son traitement narratif assez surprenant, et qui est allé à l'encontre de mes attentes. Le film traite de beaucoup de choses, sans doute trop, qui seront expliquées sans doute plus tard. Notre rapport à la mort et à la religion, certains journalistes y voient une critique du Brexit, avec la séparation entre la Grande-Bretagne et le continent, où le monde du passé se heurte au monde contemporain. Et on trouve aussi une forte inspiration The Last of Us, avec ces personnages qui sont tous bien écrits. Spike, pareil, tu peux aller au panthéon des personnages enfants, trop cool. Il y a plein de bonnes choses, et je m'attendais à beaucoup. Peut-être encore plus brutal et viscéral. Il y a des scènes choc. Ah ça pour le choc, vous allez être servi. Mais oui, je n'ai pas ressenti le même degré de stupeur qu'avec 28 jours plus tard. Pourtant, j'ai été complètement embarqué par sa mise en scène inventive, sa musique incroyable et son dernier acte ultra chargé en émotions, qui m'ont fait me lever de mon siège.
Sans oublier cette fin qui ressemble tellement à du Boyle et qui me hype énormément pour la suite. 28 ans plus tard laisse présager un univers incroyable. Même si pour moi il ne tient pas toutes ses promesses, il a réussi à me faire frissonner et à me marquer. Et c'est pas tout ce qu'on demande au final? Donc au final, tu recommandes toute la saga? Oui, mais pas seulement. Regardez toute la filmographie de Danny Boyle. Il y a plein de pépites. Et je trouve que 28 jours plus tard, c'est presque une anomalie dans sa carrière. 28 jours plus tard fait partie de ces œuvres qui n'ont rien d'exceptionnel aux premiers abords, mais qui au final se révèle être un véritable ovni dans le paysage du genre horrifique. Un film qui parvient à refléter les travers de notre société de manière élégante et viscérale. Et voir que malgré les années, le film se tient toujours autant, et de voir ses auteurs autant attachés à cette saga et à cet univers, ça fait du bien. Je vois pas de démarche cynique ou pécuniaire, surtout quand on voit le genre du film de zombies qui a chuté ces dernières années. Pour moi, cette saga et surtout ce retour, je trouve ça inspirant. Quand on voit beaucoup de franchises revenir après plusieurs années et qui loupent le coche, il faut d'abord comprendre les raisons de ce retour. Est-ce que c'est artistique ou simplement pécunier? Mais dans tous les cas, si on veut qu'une saga puisse vivre sur la durée et revenir après tant d'années, il faut d'abord faire un bon film. C'est la base. Merci à tous, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je profite de la conclusion pour vous dire qu'il n'y aura sûrement pas de vidéo en juillet ni en août parce que je prépare un gros projet pour septembre et je vais avoir besoin de beaucoup de temps pour pouvoir le faire et j'espère que ça va se faire. Dans tous les cas, je vous tiens au courant sur mes réseaux sociaux, surtout Instagram, c'est là où je suis le plus actif, mais il y a aussi un compte TikTok où je diffuse quelques capsules de mes vidéos. En attendant, vous pourrez découvrir la chaîne secondaire qui, elle, restera active pendant l'été, mais aussi ma dernière vidéo sur Mission Impossible 3 qui, je trouve, est très sous-estimée. J'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo pour le soutien et n'oubliez pas, aimez les films que vous aimez. Ciao!